Bonjour Daniel, bienvenue à ce webinaire, à cette chaîne et je suis très contente de te rencontrer de la France, hein? De la France, de Strasbourg. Est-ce que tu demeures à Strasbourg actuellement? Non, non, je demeure en région parisienne. Voilà, En région parisienne. j'ai quitté la belle Alsace pour la belle région parisienne, qui est tout Ah aussi belle. bon. Ah d'accord, d'accord. Voilà. Alors, je dois vous dire que Daniel et moi, on s'est rencontrés il y a, je pense qu'il y a 15 ans. Elle est venue au Québec Ouais. faire une 10-15 ans, je ne sais pas trop. Et on s'était rencontrés, on s'est croisés, mais maintenant, nos chemins se sont de plus en plus rencontrés parce que j'ai été touchée par la vieillesse de ma mère qui a l'Alzheimer. Et j'ai assisté à un colloque, à une conférence sur la médiation avec les aînés. Et de fil en aiguille, les gens m'ont suggéré fortement de parler avec Daniel Henry, qui est considéré comme une spécialiste dans le domaine. Donc, c'est comme ça vraiment, véritablement, que je suis allée vers toi parce que c'est des collègues qui t'ont référé à moi. Je cherchais des gens spécialisés dans la médiation pour les personnes aînées et te voilà. Alors, je vais vous présenter Daniel. Danielle est présidente de l'association de médiation Partage. Très beau jeu de mots. Médiatrice familiale diplômée d'État en libéral à Verrières-le-Buisson. Ouais. Thérapeute familiale systémicienne. Formée au modèle de psychothérapie de l'intelligence relationnelle et théorie polyvagale. Formée à la thérapie de couple, IFIO. Ouais. Formatrice au DE de médiateur familial et dans le domaine de la médiation intergénérationnelle, superviseur d'analyse de la pratique professionnelle et titulaire du DE d'infirmière. Donc, quand j'ai vu ça, Daniel, je me suis dit, c'est peut-être tout ça qui a fini par l'amener vers les personnes aînées, je ne Ouais. sais pas. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a amené justement vers cette médiation qui est assez particulière? Les médiations vulnérabilité, ça a toujours Oui. été, ça a toujours été mon désir parce que j'ai toujours adoré les personnes âgées de tout temps. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents fantastiques et puis d'avoir sur la place de mon village des personnes âgées qui me racontaient des histoires incroyables. Et donc j'ai toujours vu la personne âgée comme un livre ouvert d'expériences de vie. euh, qui racontaient des bêtises, parfois leur parcours de vie, qui était empreint de beaucoup d'émotions. Et pour moi, je trouvais que c'était des personnes fascinantes et elles ont toujours été fascinantes pour moi dans la recherche de ce qu'il y a de vivant dans la personne âgée. Et quand on questionne la personne âgée sur sa vie, eh ben, ses yeux étincellent. On retrouve ses yeux de 20 ans et c'est ça qui m'intéresse chez les gens, c'est d'essayer de rencontrer la vie. Et pas uniquement les petits bobos, les choses compliquées, mais les brancher sur ce qui est joyeux aussi. Et accueillir ce qui est triste, mais en même temps voir ce qui est joyeux également. Que c'est intéressant. Mhm. Donc, toi, tu as été au contact des personnes âgées. Puis, si je regarde mon parcours à moi, j'ai pas connu mes grands-parents, j'ai pas été au contact des personnes âgées. Et quand j'ai ma mère qui est Alzheimer dans un foyer, je te dirais que j'ai été bouleversée, bouleversée par la vieillesse. Mhm. J'ai pas, mais je suis heureuse. Puis je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi, à cause que les familles sont plus unies comme elles étaient. En tout cas, je parle pour le Québec, le Canada, mais je pense aussi dans beaucoup de pays, on n'est plus. Dans d'autres pays, c'est important, les aînés, on en prend soin, on vit, on grandit avec, mais nous, les familles sont éclatées. On ne garde plus les grands-parents, hein. En France également, les grands-parents, souvent, effectivement, je veux dire, là, on a changé de paradigme. Dans le temps, la famille était élargie, tout le monde vivait sous le même toit, sous les règles également du pater familias, qui était l'homme à poigne et qui décidait de la vie de chacun. Et donc, personne n'avait le droit à la parole. Et puis ensuite, le monde, il a évolué. Personnes Mm. sont allées travailler autre part. Et maintenant, avec l'éclatement des familles, et bien souvent, je veux dire, on n'a plus de contact avec les parents âgés. Ouais. Parce qu'on vit souvent au loin, par nécessité aussi, souvent de travail. C'est pas Oui. toujours par plaisir, hein, donc Non, non. Puis parfois, c'est on a nos grandes familles aussi, on a nos préoccupations, on a. exactement. Ouais, Oui. ouais, ouais, ouais. Mais ça m'amène à parler, tu travailles avec les personnes âgées, mais pas
que les personnes âgées, parce que je voyais sur votre, je vais dire aux gens qui sont présents, là, ou ceux qui vont écouter en rediffusion, d'aller voir votre site Médiation par âge, qui est PART'_AGES. Donc, je pense que c'est important de dire comment Oui. c'est écrit pour qu'on En, vous trouve. Céline, en réalité, le site, c'est en un mot, c'est médiationpartage.fr, sans accent, en minuscule, médiation partage. Mais D'accord. l'association, ça s'écrit médiation part et âge. Ah, d'accord, il y a une différence Voilà. entre Mais l'association et... oui, et Oh, le site, d'accord, oui. Mais le site, c'est d'accord. médiationpartage.fr. OK, Voilà. parfait. Alors, mais vous avez aussi les personnes handicapées, ça peut être les gens malades, ça peut être des gens qui ont de la Oui. dépendance, ça peut être un enfant qui a une déficience intellectuelle. Oui, exactement. Donc, Médiation Partage s'intéresse depuis plus de 15 ans à tout ce qui touche au domaine de la vulnérabilité, c'est-à-dire la maladie, le handicap et la vieillesse. Et Mhm. donc, l'idée, c'est que Médiation Partage est un espace de réflexion qui est constructif, engagé et ouvert aux médiateurs, également aux personnes vulnérables, aux familles, aux institutions, aux professionnels qui travaillent auprès des personnes âgées et qui rencontrent des conflits, parfois également avec les familles, euh, et qui sont liés donc à la vulnérabilité d'un parent âgé. Oui, Et, mais OK. Et en même temps, ici, on va se concentrer plus sur la personne aînée, puisqu'on oui, avait parlé de la médiation avec la personne aînée, mais c'est juste pour dire que le champ oui, peut être large parce que c'est la personne vulnérable au sens large, là. C'est ce que j'en comprenais. Et j'avais envie de donner des exemples à nos auditeurs de cas où tu pourrais aller en médiation. Puis si tu en as d'autres, tu me le diras, là, mais je pense que j'étais dedans, là. Par exemple, un aîné qui veut demeurer dans sa résidence, mais les enfants désirent la placer en maison de retraite pour sa sécurité, sa santé. Et là, ça tourne autour de l'autonomie de la personne aînée, par exemple. Ça pourrait être un exemple où il peut même avoir des conflits entre les enfants oui. sur, par exemple, les soins donnés, les soins de fin de vie, les soins qu'on veut donner à notre parent, l'endroit où on veut le faire héberger. Peut-être que le parent est prêt à aller en résidence, mais les enfants ne s'entendent pas entre eux. Ça peut être aussi, j'imagine, des choses qui peuvent vous être adressées. Tu peux avoir aussi un fils qui prend le contrôle des finances, un fils ou une fille, un enfant, peu importe, qui prend le contrôle des finances de son parent aîné. Les autres enfants sont au courant. Ils voient que le parent aîné est isolé. Et là, il y a des abus financiers. Donc, ça, on voit malheureusement des choses comme ça, où il y a des abus financiers. Et ça, c'est... Moi, j'ai entendu parler de situations comme ça. Et dernièrement, je dois te dire que ce cas m'est arrivé par ma fille qui est travailleuse sociale, qui fait son stage avec les parents aînés, avec les aînés. C'est le mari est âgé, il a fait un AVC, il perd beaucoup d'autonomie, mais il devient agressif et impatient parce qu'il est en colère dans sa perte d'autonomie. Il est en colère parce qu'il, lui, tout ce qu'il pouvait faire avant ne peut plus le faire. Et là, il vit de colère. Il a de la difficulté à se mobiliser et à faire ses choses. Il se tourne vers son épouse, qui, elle, est aussi âgée, qui devient épuisée, qui vit la violence conjugale de son époux. Et elle a dit à l'hôpital, écoutez, placez-le, je ne voulais plus qu'il revienne à la maison. Alors ça a été un cas complexe pour les gens de l'hôpital. Est-ce que tu aurais d'autres exemples que ça à nous donner? C'est-à-dire, tu vois, Céline, on pourrait déjà s'intéresser à chaque exemple, puisque chaque Oui. exemple est singulier. Il n'y a pas une médiation qui ressemble à une autre. Alors, quand on parle d'enfant ou d'un conjoint qui veut placer un parent âgé, ça, c'est déjà une difficulté en soi, parce que le parent âgé, il a des droits et libertés. Et la médiation, elle intervient vis-à-vis de la dignité du parent âgé, tout comme une médiation séparation, divorce pour l'intérêt de l'enfant. Là, c'est l'intérêt de la dignité et des droits et libertés de la personne âgée. Donc, on ne peut pas placer une personne âgée sans avoir son aval à partir du moment où cette personne est en capacité de raisonner et de pouvoir émettre ce qu'elle souhaite. Donc ça, c'est des médiations qui sont assez fréquentes. Les Oui. autres médiations dont tu les as également citées, c'est des enfants qui ne s'entendent pas entre eux.
Donc, le conflit fait parfois que les soins n'arrivent pas aux parents parce que chacun souhaite autre chose. Et ces médiations-là aussi, par rapport à ça, sont fréquemment liées au fait que le parent, dans le temps, il n'a pas réussi à mettre en place un sentiment de fraternité. Parce que le sentiment de fraternité, c'est également une régulation. Et donc, si les enfants n'apprennent pas à se respecter, que ça reste une meute de loups, à savoir, c'est la loi du talion, c'est le plus fort qui va le remporter. Bien fréquemment, quand le parent vieillit, le livre des comptes s'ouvre. Et donc, à partir de là, je veux dire, chacun va tirer la couverture de son côté et il va y avoir une très grande agressivité et pas de régulation qui est possible. Et là, le médiateur peut venir en tant que régulateur familial parce que cette régulation n'a déjà pas été faite en amont par le parent. Donc, avec Ouais. tout ce que tu... Déjà, il y a beaucoup de choses, j'aurais eu beaucoup de t'interrompre, là. Déjà, tu nous parles du droit de la personne âgée, qu'elle a Oui. cette autonomie, elle a des droits. On ne peut pas décider de placer quelqu'un s'il a toute sa tête. Et là, ça va être une autre question sur l'autonomie, puis qui décide que la personne a vraiment toute sa tête ou tout son consentement libre et éclairé. Ça, c'est une chose, on va y revenir. Mais il y a quelque chose qui vient de me frapper, c'est que dans le fond, quelle famille on a été ensemble. Exactement. Comment Oui. moi j'ai été mère, comment j'ai élevé mes enfants, comment mes enfants, tout ce lien-là de parents-enfants, ben, à un moment donné, dans une autre partie, ça va tout influencer le système. Exactement, parce que c'est vraiment des lois systémiques. Dans le temps, en réalité, l'éducation en général, c'était une éducation qui était autoritaire et il fallait surtout pas montrer ses sentiments aux enfants, etc. Maintenant, on est revenu sur tout ça et on s'est rendu compte que gifler un enfant, le punir ou autre chose créait beaucoup plus de traumatisme que de bienfaits, même si actuellement, en médiation, on trouve souvent des parents qui disent une bonne gifle, ça n'a jamais fait de mal. Mais en réalité, si, ça fait du mal parce que l'enfant va avoir des modèles internes opérants qui vont faire que soit il va se rigidifier, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour lui quand ça va devenir un adulte et c'est des choses qu'il va ramener lui-même dans sa propre vie de couple et sur ses propres enfants. Et Et, et avec son parent vieillissant. et puis ensuite, en tant que parent vieillissant, évidemment, oui, les rigidités vont être là et parfois il va avoir le même rôle que le parent âgé, c'est-à-dire être extrêmement rigide, il n'y a pas d'affection qui va passer ou autre chose. Parce que l'être humain est un animal social, mais il est social avant tout, c'est-à-dire le jeu se construit par rapport au tu. Ouais, ouais. Et c'est un être éminemment relationnel et la relationnelle est là avant que la personne n'existe. Mhm. Et puis Et, aussi, on va se le dire, c'est traumatisme comme enfant. Si j'ai eu un parent qui était violent physiquement, mais il peut avoir été violent avec les mots, ce qui est aussi très dur, ou je me suis sentie pas accueillie, rejetée dans ma famille, ou peu importe, pas désirée. Hein. On sait qu'au Québec, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais nous, au Québec, il y a été une époque où il fallait avoir beaucoup, beaucoup d'enfants. Les curés disaient, vous devez avoir oui, des enfants. On devait avoir 12 enfants, 13 enfants, puis c'était pas assez, puis on voulait encore pour peupler notre Québec. Mais les enfants n'étaient pas tous désirés, là. Ça laisse des traumatismes. mais c'est-à-dire que ça laisse énormément de traumatisme parce que les parents ne sont pas toujours en capacité de s'occuper de l'enfant. Et d'ailleurs, souvent, ils n'ont pas appris à s'occuper de l'enfant. Et donc, l'enfant va se débrouiller tout seul. Et donc, soit, je veux dire, ses émotions, il va les laisser à l'intérieur de lui et puis il va s'éclabousser à l'intérieur, ou alors il va devenir agressif. Et ces modèles-là, on va les garder par la suite dans le lien d'attachement qu'on va avoir avec toutes les personnes. Et c'est des choses qui vont se réactiver également quand on vieillit et qu'on doit faire les premiers renoncements de sa vie, parce que ça Mhm, engendre des stress énormes. mhm. Et Donc, toi, et c'est ça, mais toi, quand tu rencontres les enfants, par exemple, prenons le premier cas où les enfants sont en conflit, un cas, oui, exemple. Les enfants sont en conflit et où ils ne s'entendent pas pour placer ou pas placer le parent. Ben, ces enfants-là, toi, tu les rencontres chacun. Est-ce que oui. tu fais de la thérapie?
Qu'est-ce que Non, tu non, fais? non, non, j'ai fait de la médiation. Alors, non, non, j'ai fait de la médiation, mais alors, c'est assez simple si. Souvent, ces médiations-là, c'est des médiations comme des poupées russes, hein, c'est des médiations à tiroir. Il y a une personne qui va faire la demande, donc la demande, elle peut être faite par un parent âgé, par exemple. Elle peut être Euh, faite par la personne qui est en besoin, oui. Et elle peut être faite par la personne qui est en besoin, par exemple une personne en fin de vie. Là, je viens de terminer une médiation et en médiation partage, on en a également des médiations de cet ordre-là. C'est une personne qui est en fin de vie, récidive de cancer. Ses enfants sont dans un total déni, ne viennent plus la voir. Elle est dans un grand désarroi, elle peut parler à personne et donc elle a fait appel à la médiation. À partir de là, le médiateur, il va accueillir la demande de la personne âgée et cette demande-là, pour elle, c'était vraiment de mourir à la maison et de pouvoir se réconcilier et discuter avec ses enfants. Donc Oh. après, j'ai exploré avec cette personne-là si elle pouvait proposer la médiation à ses enfants ou si elle souhaitait que moi je leur propose. Donc là, en l'occurrence, elle a proposé la médiation à ses enfants, mais les enfants, ils lui ont pas répondu parce que souvent à l'arrière, il y a énormément de peur. C'est-à-dire comment est-ce que je peux parler de la mort de mon parent Hmm. là où je suis absolument pas préparée. Et au final, c'est moi qui ai proposé la médiation. Et donc, j'ai eu un temps avec chaque participant de la médiation, c'est-à-dire la maman, ses deux enfants, qui ont pu me parler de ce qu'ils vivaient, du fait que c'était trop douloureux pour eux, d'imaginer que leurs parents pouvaient décéder, que c'était difficile de l'accompagner, ils savaient pas comment faire parce que souvent les gens sont Mhm. désœuvrés. C'est Et ça. donc là, on a vraiment fait une mise en lien avec le parent qui a parlé de sa maladie. On a eu même un rendez-vous avec l'oncologue où le médiateur était là aussi. Cette fois-ci dans le bureau de l'oncologue, parce qu'il y avait aussi un grand souci, parce que l'oncologue se cachait derrière sa blouse de médecin. Oh, Et bah oui, OK. parce que c'est pas facile, parce que lui, toutes les 10 minutes, il reçoit Ah oui. une personne qui est en fin de vie. Donc, c'est un peu, il est dans l'antichambre de la mort. Et donc, c'est souvent des personnes qui sont extrêmement éteintes aussi. Et c'est très difficile, parce que ça, je peux en parler, parce que j'en ai déjà discuté avec eux très fréquemment par rapport au métier qu'ils font. Et donc, il y a vraiment une discussion qui a pu s'établir, ce qui a rassuré le parent âgé. Et cette discussion, elle a amené sur le fait que chaque enfant a pu dire ce qu'il ressentait à son parent de la maladie, de son impossibilité à imaginer qu'un jour il sera plus là. Donc, il y avait énormément d'émotions. Ils ont accompagné leur mère jusqu'à la fin de ses jours, hein, et je dirais que c'est même un facteur de très grande résilience par la suite lorsqu'on opère le deuil du parent. Parce que la Pour parole l'enfant, pour euh, l'enfant pour- d'avoir accompagné jusqu'à la fin, ah c'est oui, c'est énorme parce que je veux dire, il y a la personne, même quand elle est en semi-coma ou parfois quand elle est une personne, par exemple, je prends maintenant l'exemple d'une personne qui a une maladie d'Alzheimer extrêmement prononcée. Cette Mhm. personne, elle garde une niche sensorielle. Et son cerveau, à certains endroits, est encore très irrigué et ressent les choses, même si l'entourage pense que cette personne est totalement éteinte. Et ça, c'est absolument faux, parce que ça, je peux vous le dire, parce que moi, j'ai travaillé auprès de personnes en fin de vie à l'hôpital, de personnes qui étaient dans le coma de longue date, en maison de retraite, quand je mobilisais les gens, je ressentais ce que les personnes pouvaient ressentir par rapport à la mobilité, etc. Et d'ailleurs, pendant le Covid, il y a une vidéo qui circulait sur une dame qui avait une maladie d'Alzheimer très développée, qui ne Mhm. réagissait plus à aucun stimuli, et un aide-soignant lui a mis un casque sur les oreilles et c'était une danseuse étoile qui dansait le lac des Cygnes. Oui, je Il l'ai lui a mis, vu. tu l'as vu, voilà. J'ai vu cette vidéo. Elle s'est mise à danser Elle avec s'est mise grâce. à mouvoir ses bras parce que la Oui, musique oui, a stimulé une aire de son cerveau qui n'était pas atteinte par la maladie oui, d'Alzheimer. Donc il y a oui. des choses qui Et se j'avais vu passent. aussi quelqu'un jouer du piano. Quelqu'un Oui, qui avait l'Alzheimer, puis il avait joué du piano, c'était extraordinaire. Mais écoute, je veux juste un peu revenir avec moi, ce qui m'intéresse, c'est la structuration, le processus. Ben, tout oui, m'intéresse, tout ce que tu dis, c'est ok. super intéressant, là, c'est fascinant. Euh, donc, initialement, la demande est venue de la mère, mais et puis là, elle a tenté de rejoindre ses enfants, ils n'ont pas répondu. Finalement, c'est le médiateur qui a communiqué avec les enfants.
Et là, il a fait des entrevues individuelles avec les enfants ou les deux enfants ensemble? Non. Donc là, chaque enfant est une personne singulière. Il n'y a pas de lot qui existe hein, sur Terre. On a tous Oui. des besoins différents, des demandes différentes, des peurs différentes. Et en général, ce qui fait qu'un enfant puisse être agressif ou n'aille pas chez le parent, c'est les peurs qui sont à l'arrière. Et donc, le médiateur, il est dans cet accueil inconditionnel de ce qu'est cette personne, de ce Mhm. qu'elle peut dire, de ce qu'elle peut ressentir. Et donc, il est beaucoup dans ce que cette personne... Moi, j'étais dans l'idée de recueillir ce que chaque enfant ressentait par rapport à la demande de la mère, de Oui. vraiment pouvoir accueillir ça et de regarder avec lui comment cette médiation est possible, quelle est sa demande à lui. Hein, parce que Oui. Mhm. l'idée, c'est vraiment de rendre chaque personne acteur en médiation. Oui. Et pour le rendre acteur, eh ben, il faut lui poser des questions et montrer que c'est un processus qui est collaboratif. Donc la Tout à mère fait. a fait une demande. Quelle est la demande des enfants? Qui devrait participer à la médiation? Donc, quel est Oui. l'objectif de la médiation? Où devrait se passer la médiation? Parce que parfois, la médiation ne peut pas se passer à la maison parce qu'il y a eu trop de conflits, il y a trop d'images négatives que certaines personnes ont en tête. Et donc, on va chercher un lieu neutre. Et également, qui va régler la médiation? C'est aussi une question qu'on va poser. Et donc, c'est toute la famille et de manière collégiale, c'est là qu'on va prendre les décisions ensemble. Donc, le processus, c'est vraiment une co-construction. Le médiateur Voilà. avance à petits pas Oui. pour voir, parce que là, la personne, elle avait deux enfants, mais tu peux avoir des familles de 9 enfants avec les Oui. brus, avec des petits-enfants, avec des frères, des sœurs qui sont encore vivants. Et il peut y avoir une grande tribu autour d'une personne âgée. Je pense que des fois, c'est mon image que j'avais, je voyais la personne âgée tout seule, isolée, mais je pensais à ça hier, je me disais, mais non, pas nécessairement. Une personne âgée isolée, toute seule, il n'y en a pas beaucoup parce que, euh, je veux dire, des personnes âgées ont également des voisins parce qu'on est tous concernés par la vulnérabilité d'un voisin ou de quelqu'un. Et si elle n'a pas de voisin qui s'occupe d'elle, ben souvent c'est la mairie qui s'occupe d'elle, qui recense au moment des plans canicules ou autres ce qui est en train de se passer. Donc, je dis que tous les acteurs sociaux ont un grand rôle à jouer dans le défi de ce qu'on va rencontrer prochainement, puisque Jean Tirole, qui est un grand prix Nobel français d'économie, disait que le XXIe siècle serait confronté à trois grands défis. Le premier, c'est le changement climatique. Le deuxième, les disparités de niveau de vie. Et le troisième, c'est la gestion de la vieillesse. La gestion Donc, de la la vieillesse. gestion de la vieillesse. Et Ah donc, la oui. gestion de la vieillesse devient vraiment une préoccupation, mais également pour tous les acteurs de la vie sociale. Mais c'est sûr, parce qu'on vieillit, on devient vieux, 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 mais pas en santé. On ne vieillit pas nécessairement en santé, ça devient vraiment problématique. Oui, Si on n'a pas la santé, là, c'est compliqué. ça devient problématique, mais maintenant de plus en plus, je veux dire, les gouvernements, à travers la MSA, par exemple, la mutualité sociale agricole, à travers les caisses d'allocation familiale, font des interventions, aident les personnes vulnérables à adapter leur logement, aident les aidants principaux également à pouvoir être entourés, à mettre en place des groupes de parole. Donc, il y a des choses qui émergent. Elles Oui, émergent. oui, mais il faut dire que la COVID a brassé nos gouvernements. Moi, je peux te dire qu'au Québec, je le dis pour le bénéfice des gens de Oui, la France et pour, bon, au Québec, la COVID, on a découvert tristement qu'il y avait des endroits, des maisons de retraite où les gens n'ont pas été bien traités, ont été maltraités, où c'était déjà des maisons de retraite qui n'offraient pas un service optimum. Et là, avec la crise, ça a été pire. Et ça a déclenché au Québec, je te dirais, tout un mouvement. Il y a eu des rapports et là, on fait des maisons, on construit des maisons pour les personnes âgées, puis on continue à vouloir les appuyer. Donc, nous aussi, de notre oui. côté, on a ce souci que vous aussi, vous avez, mais on voit que l'État prend une part dans tout ça, dans toute cette gestion de la vieillesse, j'aime le Oui. mot. Mais tu vois, Est-ce que, Céline, oui, oui, excuse-moi, vas-y. effectivement, en France, on a eu la même chose, mais moi qui étais infirmière il y a 30 ans, c'était déjà le problème il y a 30 ans. C'est pas nouveau.
Non, non. Mais effectivement, la Covid, elle a mis la focale là-dessus. Il y a un livre qui a été écrit par Christophe Castaner qui s'appelle Les Fossoyeurs et qui montre toutes ces maltraitances parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui ont été déposées. Mais ce qu'on se rend compte aussi maintenant, c'est qu'effectivement, les EHPAD ont été fermés, mais c'est contraire aux droits et libertés des personnes âgées parce qu'une personne qui est dans un établissement pour personnes âgées n'est pas forcément sous tutelle ou autre chose. C'est une personne qui garde toute sa liberté. Et certaines personnes âgées se sont regroupées pour dire non à ça. Donc, on se rend compte qu'il y a une action non seulement chez les personnes âgées. Et moi, j'ai appris aujourd'hui, parce que j'ai 60 ans, que je fais partie des personnes âgées, parce que j'ai regardé les nouvelles statistiques. En France, maintenant, on parle de personnes âgées 60 ans. Donc, je me dis, c'est à moi. Oh, Voilà. ben, Daniel, je vais te rejoindre bientôt. Là. Je vais avoir 60 ans le 3 mars, là, 2023. Là. On va être Bon, bah, deux écoute, vieilles. bienvenue au club, Céline, bienvenue au club. On va construire notre co-vieillesse. Hein. Donc, je dirais, maintenant, ce qui se passe, c'est que non seulement les personnes qui vieillissent prennent part à ça, mais également le gouvernement s'y intéresse, les associations s'intéressent et c'est plutôt très bien tout ça. Oui, Et parce que la vieillesse, ça se prépare aussi, ça peut se préparer. Là, on parle de la médiation dans des cas où il y a des conflits, où c'est difficile de gérer tout ça. Et moi, avec ce que tu entends, là, ce que tu nous as raconté, où la personne en fin de vie, moi, je trouve ça de toute beauté. Là. Je trouve ça émouvant, cette histoire que tu viens de nous raconter, là, que tu as raconté juste avant. Là. Je trouve ça vraiment fantastique. Mais on peut la préparer, notre vieillesse, dans peut-être, je sais pas, peut-être que je rêve en couleur, mais d'établir déjà nos lieux, nos finances, où on va demeurer, tout ça, ça veut pas dire qu'on n'aura pas des grands moments de vulnérabilité, parce que est-ce que vieillir, c'est être vulnérable? Drôle de question. Oui, effectivement, c'est-à-dire vieillir, c'est aborder les premiers renoncements de sa vie, c'est-à-dire sentir qu'on ne peut plus faire ce qu'on a fait avant. Et donc, tous ces renoncements vont créer des stress et vont être rattachés à notre sécurité intérieure. Si ces stress, je réussis à les gérer parce que je me sens en sécurité avec moi-même et que j'ai un bon lien d'attachement avec les personnes qui sont autour de moi, et ben, la vieillesse, elle peut se préparer tout en douceur. Parce que l'organisme, il est assez souple pour intégrer ces renoncements. Mais si l'attachement que j'ai développé, parce que l'attachement, c'est quelque chose qu'on développe à partir du moment où on est, hein, je veux dire, déjà dans la matrice de sa propre mère, il y a des choses qui se passent. Et donc, c'est ce qu'on travaille en autonomie. Et l'autonomie peut également se travailler avec les personnes âgées. C'est toute la sensorialité, la niche sensorielle dans laquelle l'enfant vient au monde. Et donc, en fonction de l'attachement que les parents ont mis en place, si c'est un attachement sécure, eh bien, la personne va se sentir en sécurité avec elle-même, avec son environnement et avec les liens qu'elle va établir autour des personnes. Et elle va avoir une estime d'elle-même qui est suffisante. Oui, oui. Par contre, si elle a un attachement qui est insécure, donc ça devient beaucoup plus dangereux pour la personne parce qu'elle va mettre en place des modèles internes opérants, c'est-à-dire des stratégies qui vont faire qu'elle va éviter la relation ou qu'elle va être trop fusionnelle, ou qu'elle va souffler le chaud et le froid. Ça, c'est les différents styles d'attachement. Oui, parce qu'il y a des personnes âgées qui sont pas très agréables. Là. Oui, mais Il y a des personnes âgées qui sont, tu me disais le mot acariâtre, je me oui, dis c'est beau mot, mais parfois il y a des personnes âgées qui sont vraiment pas agréables à côtoyer ou qui ont vécu, écoute, moi je pense à mon père qui a vécu une enfance épouvantable, une dépendance à l'alcool, était alcoolique, au tabac et tout ça, beaucoup de ruptures, beaucoup de difficultés dans sa vie. Là. Je ne veux pas lui jeter le blanc, mais pas du tout, c'est pas la question. Mais je le voyais comme personne âgée, puis c'était pas si intéressant d'être en relation avec lui parce qu'il était tellement négatif et tellement amer de la vie, tellement oui. pas heureux de ce qu'il avait accompli, c'était pas intéressant. Après, ça, c'est ton jugement, Céline. Oui, C'était c'est pas mon jugement, intéressant oui. pour toi. Oui, Voilà, oui, je je le vais garde quand pour même moi. le dire parce que c'était pas intéressant pour toi. Par contre, moi, Pour moi, ça oui. m'aurait Oui. moi, ça m'aurait beaucoup intéressé en tant que médiateur parce que je me dis, si cette personne a dû mettre ça en place pour se protéger, waouh, que sa vie a dû être difficile. Et là, j'ai vraiment une grande curiosité pour chercher à l'arrière le parcours de vie de cette personne. Et en général, on trouve un parcours où la personne a dû se construire toute seule sans aucun Oui. soutien.
tout à fait, Et tout à donc, fait. du coup, au final, ce que la personne nous donne à voir, c'est son armure. Mais à l'intérieur, il y a un enfant qui saigne. Il y a une personne qui cherche une relation, mais qui sait que cette relation, elle ne peut pas la trouver parce elle ne l'a pas trouvée dans sa prime enfance. Et que forcément, elle a peur du rejet. Et donc, elle ne va pas s'engager. Et donc, Hmm. c'est ça l'attachement. Mais il arrive très fréquemment qu'une personne âgée puisse avoir eu une vie comme ça et découvre la douceur du personnel soignant, parce que parfois, c'est pas possible avec la famille, parce que ça peut être compliqué. Mais on peut trouver cette douceur auprès de personnes qui sont régulées et qui dispensent les soins. Et ça, moi, je l'ai vu. Oui. Alors, Mais aussi, peut-être que des fois, la personne, en vieillissant, accepte de se dévoiler, de s'ouvrir, parce qu'il reste plus grand temps. Moi, j'ai vu assister à des réconciliations, à des trucs de pardon et des choses comme ça. oui, effectivement, parfois, mais pas toujours. Moi, j'ai Bon. rencontré un monsieur qui avait 93 ans et qui m'a dit, écoutez, je crois que j'étais autiste, hein. Et donc, du coup, oui, j'ai dit, mais comment est-ce que comment ça vous vient à l'esprit ça? Et il m'a dit, mais en réalité, parce que je n'ai jamais réussi à établir un lien avec qui que ce soit. Et Ah. c'est vrai. Et là, je lui ai dit, est-ce que c'est douloureux pour vous? Il m'a dit, non, ce n'est pas douloureux pour moi parce que je ne sais pas ce que c'est. Et là, je me suis dit, c'est incroyable. Il a attendu 73 ans. Et Hmm. d'où ça lui est venu? Ça lui est venu parce que il a ressenti dans l'EHPAD où il vivait, il y a des personnes qui s'intéressaient à lui et des personnes qui pouvaient lui prendre la main, lui laver le dos avec douceur et qui étaient gentilles avec lui. Là où il n'a Hmm. jamais pu donner ça à quelqu'un d'autre. Et donc, je me dis, il y a des choses qui se font, mais il est passé peut-être à côté vraiment de ce que c'était une relation. Il était Mhm. enfermé dans sa propre prison. Donc, il y a des personnes qui sont dans le déni et qui restent là-dedans. Bon, on ne peut pas faire, parfois, on peut pas faire grand-chose, mais il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans une résilience, en tout cas. Oui, c'est fascinant. Donc, la résilience pour les enfants, ceux qui accompagnent la personne aînée qui est en vieillissement et tout ça. Euh, on a parlé des enfants et là, tu viens d'adresser qu'il y a des soignants, des personnes, tu nous as parlé de l'oncologue. Est-ce que le médiateur, est-ce que les demandes peuvent venir des travailleurs sociaux, des infirmiers ou de personnel Ouais, soignant qui pourraient voir ils un peuvent me abus, par déplacer. exemple? Tu sais, par exemple, une infirmière pourrait voir qu'un fils vient voir son parent, il est agressif, il demande de l'argent, tout ça, puis elle pourrait dénoncer ou Oui. est-ce que ça vient de... Oui, absolument. Donc, il y a trois grands contextes hein, au niveau de la médiation. Donc, la demande peut être faite par la famille, c'est-à-dire par la personne vulnérable, par son conjoint, par ses enfants, par les petits-enfants, par une personne de l'entourage. Ça, c'est le premier contexte, c'est le contexte familial. Le deuxième contexte, ça peut être un contexte tiers qui est en conflit également avec la famille ou la personne âgée. Donc, ça peut être une équipe de soins qui intervient dans une famille où elle n'arrive pas à faire les soins parce que chaque enfant les prend à part, à partie pour une raison XY et parce que c'est hyper compliqué. Et ensuite, l'autre contexte où ça peut être un conflit dans un EHPAD entre l'équipe soignante et la famille, ou l'équipe soignante et la personne âgée. Donc ça, c'est très important de pouvoir aider ces personnes-là. Et puis, parce que c'est quand même le lieu principal de la personne âgée. Mhm. Et puis, le troisième contexte, c'est le contexte tiers. Donc là, ça peut être une institution qui demande une médiation, ça peut être un juge des tutelles qui demande une médiation, un juge aux affaires familiales, ça peut être un tiers d'une institution qui la demande. Mhm. Parce qu'ils voient une situation problématique ou quelque chose qui... Mais c'est peut-être plus compliqué quand ça vient vraiment d'un tiers, parce que là, c'est pas la personne âgée, c'est pas les enfants qui ont demandé, mais c'est eux qui sont comme les premiers acteurs. Oh non, c'est pas plus compliqué que ça, C'est parce pas plus que en compliqué. réalité, moi, j'ai un jour une psychomotricienne qui m'a interpellée parce qu'elle ne savait plus comment faire, parce qu'elle se sentait responsable. C'est-à-dire que si le tiers professionnel a une éthique et une déontologie, je veux dire, il ne peut pas Hmm. rester à côté de quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre de la maltraitance. Non. Et en général, la maltraitance, c'est pas de la maltraitance. On n'a pas envie d'être maltraitant, on est maltraitant parce qu'on est épuisé.
Donc ça, je veux dire, et c'est des négligences, c'est des choses comme ça, parce que parfois on veut relever des défis qu'on est en incapacité de relever. Euh, et donc, je sais plus, du coup, j'ai perdu le fil, tu vois, Céline, de ce que tu me demandais, parce que il y a Mais mille questions. je te disais, si ça vient, par exemple, je suis une infirmière, puis je vois que un parent, un aîné est maltraité par son enfant ou qu'il y a des abus financiers, Oui, la demande, elle vient, la dénonciation vient, puis là, je parle d'une dénonciation, ce qui est pas, mais elle vient de quelqu'un qui, au final, la fera pas, la médiation. Je veux dire, la médiation va avoir lieu peut-être entre le parent aîné et son enfant qui est maltraitant. Mais peut-être que toi, tu vas rencontrer l'infirmière ou celui qui a dit, oui. écoutez, là, je pense qu'il y a quelque chose ici. Donc là, tu vois, la psychomotricienne a assisté aux premiers entretiens de médiation et puis parfois l'équipe soignante, elle assiste aux entretiens de médiation. J'ai eu également le cas d'une aide-soignante qui a demandé une médiation, enfin qui a d'abord téléphoné parce qu'elle ne savait pas comment faire, parce qu'elle avait vu des cas de maltraitance d'un conjoint qu'un conjoint établissait à l'encontre de son conjoint, de l'autre conjoint. Mhm. Et donc, du coup, je veux dire, le fait de pouvoir parler de ce qui est en train de se passer, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de honte par rapport à cet aidant principal qui maltraitait sa femme, et parce que lui-même, il était épuisé, parce que souvent, je veux dire, on demande à une personne de 70 ans de s'occuper d'une autre de 80. La personne de 70 ans est elle-même vulnérable, donc là, on est Mhm. en face de beaucoup de vulnérabilité. Mais ce qu'on a réussi à faire, c'est à mettre en place un service d'aide Oui, c'est de ça. manière et c'est ça qui est le plus important. Tu m'avais donné une image, Daniel. Tu m'avais dit, c'est comme une marguerite. Une Oui, c'est vrai. personne aînée, la personne aînée, c'est comme, tu me donnais l'image de la marguerite, elle est au Ouais, centre, oui, et puis là, il y a toutes sortes de pétales. Puis là, ce que je t'entends, moi, tout d'un coup, l'image de Marguerite est arrivée. Je ne sais pas si c'est oui. la bonne place pour en parler, mais voilà, comme si Mais tout. Alors, vas-y, Mais oui, c'est-à-dire que la personne âgée, elle occupe le centre de la marguerite. Et plus il y a de pétales autour, plus de personnes vont l'entourer. Et plus il y a de possibilités pour que cette personne, elle puisse satisfaire ses besoins. Parce qu'il oui, faut un village pour accompagner un parent âgé. Et cette métaphore, je l'utilise beaucoup dans les divorces et séparations, où je dis aux parents, il faut un village pour accompagner un enfant. Euh, et c'est la même chose pour une personne âgée, parce que le syndrome de secouement, quand il a lieu avec un bébé, c'est par épuisement. C'est jamais parce qu'on a envie de le faire, c'est parce que souvent les mères se trouvent seules. Et la maltraitance vis-à-vis d'un parent âgé, c'est bien fréquemment parce que la famille est isolée ou le conjoint ou l'aidant proche est isolé et ne sait pas faire appel, parce qu'il oui, s'est fixé comme mission de s'occuper coûte que coûte du parent et que parfois il s'est coupé des frères et sœurs. c'est ça. Donc, Puis le parent âgé ne veut pas dénoncer son enfant, il ne veut pas appeler la police, il ne veut pas envoyer son enfant dans un endroit. Lui, pour lui, c'est son enfant. Ça peut être difficile aussi pour un parent âgé de dire, ben moi, là, ça ne va pas, là, de dénoncer ça. Je ne bah, sais pas, mais oui, fréquemment, ça arrive très fréquemment à des personnes qui ont des maladies d'Alzheimer, hein, qui peuvent plus forcément se défendre, mais euh, un parent âgé qui a toute sa lucidité, qui n'est pas coupé de son entourage, euh, peut faire appel quand même. oui, Ça, c'est important oui, qu'il puisse le faire. oui, exact. En parler à Euh, son médecin, je veux dire, en parler à l'équipe soignante, mais en général, l'équipe soignante qui intervient, elle voit ces choses-là. Enfin, je mhm, veux dire, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir ou alors totalement inconscient, fermer la oui, porte et se dire chacun vit sa vie. Mais oui, c'est pas le but oui. de la vie. Je vais te demander, parce que le temps file drôlement, je vais te demander, quand tu fais ta médiation, là, je reviens au processus. Moi, j'aime Oui, bien les processus, là, oui, mais quand tu reviens, tu as fait tes entrevues individuelles, tu peux avoir organisé des plénières, tu oui, choisis ou avec les personnes. Moi, je comprends que c'est une co-création. Ce processus-là, c'est une co-création. Tu vas amener les acteurs les plus intéressants ou tu vas inviter les acteurs les plus intéressants pour la résolution. Là, je comprends aussi que c'est le village autour de la personne. Donc, tu vas avoir des possibilités. Si tu restreins trop ton nombre d'acteurs autour de la personne âgée, tu te coupes de possibilités. Donc, tu as un intérêt à ben, toi et la personne âgée, mais et, et, et au final, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un résumé des ententes? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un rapport? non, Qu'est-ce qui... non.
Et il y a pas de résumé, de rapport, etc. Non? C'est-à-dire que, non, non, on va co-construire ensemble avec la possibilité de ce que chacun peut faire. Et parfois, il y a des personnes qui ne peuvent rien faire. Il faut également l'accepter, que ce soit pas possible. Et ça peut être un enfant qui n'a rien eu de son parent. Parce que la dette de vie, elle est descendante, elle n'est pas ascendante. En France, on a des solidarités familiales. Ça veut dire qu'on est obligé d'apporter des aliments à son parent, c'est-à-dire de s'occuper de son parent âgé. Mais par Mhm. contre, la dette de vie, c'est encore autre chose. Quand ton parent te donne la vie, il te la donne gratuitement, il ne te demande pas si tu as envie de venir sur Terre. Et Non. donc, cette dette de vie, elle est descendante. Donc, et on n'est pas responsable de son parent par rapport à la dette de vie. Donc, si un enfant n'a pas réussi à être en résilience avec ce qui s'est passé dans son parcours de vie et qu'il ne peut pas, parce que son système nerveux le met dans un état d'insécurité totale, s'occuper de son parent, eh ben, c'est important que le médiateur il puisse respecter ça. Donc le médiateur, il va travailler avec les personnes et il va ouvrir la famille à ce qui se passe à l'extérieur pour étayer les besoins de la personne âgée, en tout OK. cas. Donc, mais il ne fera pas un résumé nécessairement ou un rapport de tout son travail. Non, non, non. Non. Ça se fait en séance plénière, Céline. OK. C'est-à-dire que c'est des accords sous seing privé, les personnes, elles s'engagent. Et ce qui se passe après, moi, ce que je fais en général, donc déjà, c'est des comédiations, c'est-à-dire on va toujours travailler à deux médiateurs. Oui, Et puis là, tu as d'ailleurs une excellente capsule. capsule sur ta chaîne avec Hélène Gebhardt et ce qui se passe en Belgique, que je Mhm. vous invite à regarder. Donc, on va faire le médiateur, il va faire des comédiations. Euh, mais après, au niveau des ententes, au bout de ce que je fais en général, c'est au bout de 6 mois, euh, on refixe un rendez-vous et on regarde comment ce qui a été mis en place fonctionne, ne fonctionne pas et comment on peut l'ajuster. Oui, Parce que le parce système familial, il est vivant. c'est ça, parce que c'est pas toi qui vas faire les recherches pour une maison de retraite, puis ces choses-là. Tu Non. vas pas acter, tu vas pas aller mettre en place, c'est les acteurs, les gens autour qui vont mettre tout ça en place. C'est intéressant, ça, le suivi 6 mois après, parce qu'il peut y avoir un autre tour de roue qui se fait. Oui, ça peut être 6 mois, ça peut même être 3 mois, mais c'est-à-dire on va le décider collégialement. C'est de Oui, manière, parce que c'est-à-dire on ne peut pas lâcher la famille comme ça, parce que la famille, elle a besoin d'un régulateur familial, parce que visiblement la régulation ne peut pas se faire et il n'y a pas de légitimité à le faire, parce qu'on ne peut pas être jugé parti dans sa propre famille. Donc c'est souvent un tiers qui peut faire ça. Et donc le tiers, ça peut être le tiers médiateur qui va réguler la famille par rapport à ce qu'il y a à mettre en place par rapport aux parents âgés, mais également par rapport à chaque acteur de la médiation. La mhm. médiation, elle est volontaire, les personnes ne sont pas forcées, elles Oui, vont venir. oui. Ah, mais c'est drôlement intéressant. Et, et une autre chose qui me frappait, c'est que, sincèrement, je t'écoute, Daniel, et moi, j'aimerais faire de la comédiation avec toi, mais je me sens pas compétente pour faire de la médiation avec les personnes aînées. Avec tout ce qu'on vient de se dire, là, pour moi, c'est une spécialité à ce moment-ci. C'est véritablement une spécialité. Est-ce que tu donnes la formation pour former des médiateurs pour les personnes aînées? Qu'est-ce que tu Oui. penses que ça prend comme connaissance pour faire ce travail de médiation? C'est-à-dire d'abord, j'aimerais, pour répondre à ta question, d'abord dire que Médiation Partage, on fait des formations qui sont écrites à quatre mains. Il y a également un gériatre. On parle du droit, on parle des attachements, on parle du processus, du cadre à mettre en place à travers la vision de plusieurs médiateurs. Donc, la prochaine session démarre lundi. Donc, elle dure 4 jours. Médiation Partage fait également des formations pour les institutions, par exemple, des formations sur comment désamorcer les premiers conflits avant d'envoyer en médiation. Par exemple, on propose des formations à la carte. Mhm. Également, on peut mettre en place des groupes de parole, etc. Donc ça, c'est important. Maintenant, par rapport au médiateur, est-ce qu'il faut une formation ou pas? Moi, je pense que le médiateur, il faut quand même que déjà, il soit extrêmement curieux, qu'il ait fait un travail sur sa propre famille et qu'il soit en paix avec ce qui concerne la personne âgée. C'est-à-dire Oui, que oui, je veux dire, s'il a une aversion vis-à-vis des personnes âgées, ça va être très compliqué, hein, parce ça va être que très compliqué. Aussi, il a peur lui-même de vieillir.
Oui, mais tout ça, c'est sûr, hein. C'est-à-dire Ah, qu'à partir du moment où on est, on vieillit déjà. Donc, il faut réfléchir à sa oui, propre vieillesse, au renoncement, Céline, et à tout. Ah ben si, nos quand même. 60 ans, hein? On va reparler de nos 60 ans. Voilà, non, non, mais c'est important. Mais je veux dire, si le médiateur il est curieux, c'est sûr qu'il faut qu'il ait une connaissance quand même, je dirais relationnelle de ce que c'est la Oui. relation, le style Mm. d'attachement, ce que les personnes mettent en place dans les modèles internes opérants, comment ils peuvent réagir, que quand ils rencontrent quelqu'un d'acariâtre, de méchant, ils ne le prennent pas pour lui. Donc, ça Mhm. vient toucher ses propres attachements. Est-ce que je suis assez sécure pour pouvoir recevoir quelqu'un qui vient me dire qu'il est en détresse, mais dont la seule manière de le dire, c'est en étant agressif ou triste? Mhm. Mhm. Et Mhm. ben ça, c'est sûr, il Ah, faut faut quand même être trouver. au clair avec soi-même par rapport à la vieillesse et tout ça. Est-ce que ça prend une connaissance du langage médical? Bon, alors ça, le Non. langage médical, non, Céline. Alors là, je vais dire juste une chose. Normalement, il ne devrait même pas y avoir de langage médical et ni de langage juridique. Parce que moi, je pars du point de vue que chaque professionnel doit s'adapter à ses clients. D'accord? Mhm. Or, je veux dire, quand on est dans un tribunal et quand on lit les jugements, ben, c'est incompréhensif, je dirais, pour le commun des mortels. Quand tu Oui. lis une ordonnance d'un médecin, c'est incompréhensif. Donc, moi, je me dis, c'est au professionnel de s'adapter à ses clients. Donc, le médiateur, je dirais, il peut très bien demander à un médecin de venir en médiation. Il peut très bien le faire. Il peut demander à un mandataire judiciaire. Là, récemment, j'ai eu une demande de médiation d'une dame qui souhaitait faire une médiation avec son papa, qui ne voulait plus la recevoir parce que le frère n'était pas d'accord. Le Mhm. mandataire judiciaire, elle a sollicité le mandataire judiciaire qui a dit, moi, le conflit, je ne veux rien savoir. Donc là, c'est hyper intéressant parce que, je veux dire, on ne peut pas rester dans cette configuration-là. Donc moi, je Mhm. dirais non. C'est-à-dire que tout ce que moi, je ne comprends pas, potentiellement, une personne de la médiation ne le comprend pas. Et donc Tout à l'idée, fait. c'est qu'on puisse parler le même langage et pour ça, il faut ralentir le rythme et apporter un langage qui soit commun à chacun. Et Oui, c'est tout à la fait. moindre des choses qu'on puisse faire. Oui, oui. Et un processus aussi, moi, je pense que ça prend qu'un bon médiateur apporte beaucoup de sécurité dans le processus, puis crée la confiance, crée le lien, crée la relation avec tous les acteurs, mais peu importe le type de médiation, je pense que Exactement. c'est comme une qualité première du médiateur d'être capable de sécuriser tout ça, de rassurer, de sécuriser, d'être un leader empathique. On a une petite entrevue là-dessus sur le leader empathique, le médiateur empathique et tout ça, là. Donc ça, je pense que Mais ce soit, mais peut-être oui, encore plus avec les aînés. c'est-à-dire que la première chose, il faut que le médiateur il fasse un demi-tour sur lui et qu'il regarde ce qui vient dans ses émotions quand il reçoit cette famille, hein, pour se Mhm. sécuriser lui-même. Si le Mhm. médiateur est en sécurité, ensuite il faut qu'il regarde le langage non verbal de l'assemblée qui est là, et l'assemblée montre beaucoup de choses et qu'il mette chacun en sécurité. Et pour ça, on peut également le verbaliser et demander à chacun qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être en sécurité dans cet espace-là. Mhm. Et si une personne dit le respect, il faut dire ça veut dire quoi le respect pour vous? Qu'est-ce qui Mhm. s'est passé pour vous, etc. Et donc là, on est vraiment dans une écoute active et on co-construit le cadre avec les personnes, dans ce qui se passe dans cette famille. Et donc là, souvent, on a déjà une vision, c'est que parfois, c'est des familles qui ont l'habitude de s'insulter. C'est des cultures familiales. Oui, oui, Je veux dire, on ne peut pas demander pardon. Je veux dire, donc tout ça, c'est important de regarder est-ce que la famille veut continuer comme ça ou est-ce qu'on peut initier autre chose. Et donc, on co-construit ce cadre-là. On le oui, co-construit ensemble et on commence la médiation quand tout le monde est en sécurité. Donc c'est ça ça. peut prendre plusieurs entretiens, plusieurs plénières Oui, et tout c'est à fait. important de le faire. Oui, oui. Et puis ensuite aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que parfois, ces médiations à tiroir, quand on sent qu'il y a une insécurité au niveau des enfants, parce que ils se sont élevés seuls comme une meute de loups, je veux dire, là, on va d'abord faire une médiation avec les enfants. De manière à ce que quand la personne âgée est accueillie, parce que l'idée n'est pas de surcharger la personne âgée, parce que Ben la non. personne âgée, déjà, elle a affaire face à énormément de deuil qui parfois la font décompenser ou la mettent dans un état dépressif. Euh, et donc, du coup, on ne va pas rajouter des choses. Donc, il faut Non. régler, il faut régler plusieurs niveaux de choses.
Oui, Et plusieurs. elles sont La importantes. médiation, c'est de la médiation dans la médiation. Toi, tu appelles ça la médiation tiroir. Moi, j'appelle ça Oui, de la médiation à l'intérieur de la médiation pour une oui, méga médiation. Et c'est super intéressant comme toute de structure, de processus de co-création. Je trouve ça fascinant. Il est déjà midi 26. On doit terminer à midi 30. C'est incroyable. Je sais pas si euh, ça va vite. Je voulais dire, par exemple, ben, pas par exemple, mais je voulais dire, je voulais informer les gens qui vont écouter le webinaire qu'il y a au Québec, l'Institut d'arbitrage et de médiation du Québec, qui offre un service de médiation pour les aînés. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils accueillent la demande d'une personne et après ça, ils analysent et ils vont attribuer un médiateur. Donc, ah, c'est un programme qui est géré par l'État et par l'organisation. Donc, ils vont assigner un médiateur qui va faire son travail, mais là, nous, on est allé beaucoup plus profond. Mais moi, ce que je voulais juste dire, c'est que ça existait. En tout cas, il y a cette démarche-là qui existe au Québec. Mais là, vraiment, je pense qu'on a eu le magnifique portrait avec toi. Je suis tellement contente. J'ai beaucoup, beaucoup appris, beaucoup, énormément. Et je pense que je vais aller en France juste pour aller suivre ta ah. formation. Bon, bah, c'est merveilleuse. Parce que Nous, on t'accueille, hein. oui, non, mais c'est ça, mais parce que si je la suis en visioconférence, il va être tard, hein? Moi, c'est 6 heures de différence avec toi, là. Je la suis Oui, je durant la sais. nuit, là. Ça n'a pas de sens. Fait que, écoute, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour, je ne sais pas, un mot de la fin aux médiateurs qui voudraient ou qui seraient intéressés par la médiation pour les aînés? Tiens. Ben, je n'ai pas le mot de la fin, c'est la curiosité, je dirais. Voilà. Et puis, lancez-vous dans le bac à sable, suivez une formation et dites-vous que c'est des médiations qui sont merveilleuses parce que c'est des médiations trigénérationnelles qui parlent de la famille dans son entité, qui abordent les tabous, de la mort, de tout ça. Et c'est vraiment extrêmement gratifiant, important d'aider les personnes à se rejoindre. Et Oui, ouais, moi, c'est vraiment, si vous êtes curieux, je veux dire, vous allez toujours chercher, oui, c'est ça. ne pas avoir peur. Quand tu dis c'est gratifiant, sûrement, il y a des médiations que tu fais où c'est plein de sens, puis tu es fier de faire ton travail de médiateur. Tu dis, hein, quand tu résous quelque chose, quand tu as aidé à la résolution, et à la fin, tu es comme, waouh, quel beau travail. Oui, mais parce que Céline, ce travail-là, de cette médiation-là, aide les petits-enfants. C'est énorme, tu vois, parce qu'il y a quelque chose qui se rétablit, Oui, je veux dire, dans l'ordre générationnel quand les médiations fonctionnent. oui, Parce que oui, le grand-parent peut accueillir les petits-enfants. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vraiment, c'est de l'ordre de la communion. Euh, oui. De la ouais, communion et de la grâce. ouais, de la grâce, De la- ouais, Oui, oui. c'est intéressant. Alors, oui. Alors, ben, écoute, je te remercie encore une fois. J'invite les gens à aller voir sur ton site, peut-être à s'intéresser, à se développer, à la curiosité. Et merci infiniment. On va terminer l'entrevue, mais on va rester pour les personnes qui auraient des questions pour toi. Alors, merci. Cool, On super. termine Merci à ici. tout le monde. Merci à tout le monde.